Bien, bonsoir. Bonsoir. Je suis Sandra Njokend, enseignante de sciences physiques au lycée bilingue de Fumba. Et compte tenu de la pandémie de coronavirus qui persiste encore, il était question d'encourager les élèves à suivre les cours par vidéoconférence, c'est-à-dire favoriser et encourager le e-learning. C'est dans ce contexte que j'ai programmer les cours de sciences physiques, notamment qui seront suivis par Zoom. Vous pouvez également vous connecter dans ma page YouTube, Emma Jokent, où vous trouverez beaucoup d'autres cours intéressants qui vont vous aider à mieux préparer votre examen. Sans toutefois tarder, je vais partager mon écran afin que nous puissions commencer par la première leçon. Très bien. La leçon d'aujourd'hui concerne principalement le module 1 de la leçon 1 de la classe de terminale scientifique. Cette leçon est intitulée « Mesures et incertitudes ». Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas une fois de plus, je suis Emma Sandra Njoken, enseignante de sciences physiques au lycée bilingue de Fumba. C'est dans l'ouest Cameroun. Quelle est la matrice de compétences pour cette leçon? Premièrement, nous allons essayer de comprendre ou encore nous allons être capables à la fin de cette leçon de calculer une erreur et de donner l'incertitude sur la mesure d'une grandeur physique. Deuxièmement, nous devrons être capables à la fin de cette leçon de déterminer les dimensions d'une grandeur physique. Et troisièmement, nous devons être capables à la fin de cette leçon de donner l'homogénéité d'une équation en utilisant les équations aux dimensions. Erreur et incertitude sur la mesure. Les mesures sont faites par des hommes et aussi les instruments de mesure sont également fabriqués par des hommes. Et si nous sommes d'accord qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, ceci veut dire que toute mesure est donc entachée d'erreurs, d'où la notion d'incertitude sur la mesure. Incertitude absolue. L'incertitude absolue est l'erreur maximale que l'on peut commettre en mesurant une grandeur physique. Et si nous appelons x une valeur obtenue de manière expérimentale, la mesure n'étant jamais parfaite, on va supposer que la meilleure estimation de x, encore appelée moyenne de x, est comprise entre deux valeurs, x-min et x-max. X-min ici représente la plus petite valeur de x obtenue lors de la mesure et x-max est la plus grande mesure de la valeur de x obtenue lors de la mesure. Incertitude absolue. Le résultat de la mesure de x s'exprime donc sous la forme x égale à x bar plus ou moins delta x. X bar ici représente la meilleure estimation de x ou encore la moyenne de x. Et delta x ici n'est autre que l'incertitude absolue sur la valeur x. Incertitude relative. L'incertitude relative est le rapport de l'incertitude absolue sur
la valeur moyenne de x. Cette incertitude relative très souvent est donnée en pourcentage puisqu'elle ne possède pas d'unité. Généralité sur l'analyse dimensionnelle. Une grandeur est un paramètre mesurable qui sert à définir un état ou un objet physique. Par exemple, la longueur, la température, l'énergie, la vitesse, la pression, une force, l'inertie, la quantité de matière sont des grandeurs physiques. Il existe des propriétés non quantifiables faute d'étalons. Il existe deux types de grandeurs physiques, les grandeurs de base et les grandeurs dérivées. Parlons des grandeurs de base. Elles permettent d'exprimer la dimension de toutes les grandeurs physiques en fonction de cette dimension de base. Les principales grandeurs de base sont résumées dans le tableau ci-dessous. Pour la grandeur de base longueur, nous avons la dimension qui est grand L. Pour la masse, nous avons la dimension qui est grand M. Pour la grandeur de base temps ou durée, nous avons la dimension qui est grand T. Pour l'intensité électrique, nous avons la dimension qui est grand I. Pour la température thermodynamique, nous avons la dimension θ. Pour la quantité de matière, nous avons la dimension grand N. Et pour l'intensité lumineuse, nous avons la dimension grand I. Pour les grandeurs dérivées, ce sont des grandeurs dont la dimension est liée à au moins une des 7 grandeurs de base. Par exemple, la vitesse est une grandeur dérivée car elle est fonction de la longueur et du temps. Ce qu'on peut d'ailleurs remarquer sur la formule V égale à L sur T. L étant la longueur et T étant le temps. Notion de dimension. Chaque unité est rattachée à une grandeur physique mesurable qui définit sa nature appelée dimension. Pour autant, il ne faut pas confondre unité et dimension. Prenons l'exemple du mètre. Le mètre est rattaché à la dimension longueur. Donc, l'unité de la longueur, c'est le mètre, mais la dimension de la longueur, c'est grand L. Un autre exemple, I égale à Q sur delta T. I est l'intensité électrique et s'exprime en ampères. On peut donc écrire I petit i entre crochets égale à grand I. Le symbole grand I désigne la dimension de l'intensité électrique. Et l'écriture petit i entre crochets égale à grand I est une équation aux dimensions. Elle exprime que la dimension de la grandeur désignée par le symbole petit i est une intensité électrique. Reprenons la relation I égale à Q sur delta T que nous pouvons encore mettre sous la forme Q égale à IT. On en déduit qu'une charge électrique est homogène au produit d'une intensité électrique par une durée. On écrit l'équation aux dimensions suivantes pour traduire cette propriété. Q entre crochets égale à IT. Dans cette équation aux dimensions, grand I représente la dimension de l'intensité petit i et grand T représente la dimension du temps t. Dimension d'une grandeur quelconque. La dimension d'une grandeur quelconque est un produit des différentes dimensions des grandeurs de base.
La dimension d'une grandeur x s'exprime par la formule suivante que voici, où petit a, b, c, d, e, f et g sont des nombres réels. Notez bien, les dimensions de base s'écrivent toujours en majuscule. La dimension d'une grandeur petit g s'écrit petit g entre crochets. On utilise des expressions négatives de puissance et pas des rapports. Prenons un exemple pour mieux illustrer cela. La vitesse, par définition, est égale à la distance parcourue sur le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dimension de la vitesse, c'est égal à la dimension de la au produit de la dimension de la distance, c'est-à-dire grand L, multiplié par la dimension de t, c'est-à-dire grand T. Et comme le temps est au dénominateur, on doit mettre t moins 1, car souvenez-vous, on ne fait jamais le rapport des dimensions des grandeurs physiques. Comme exercice d'application pour vous exercer à la maison, un devoir que nous allons corriger au prochain cours, vous allez déterminer la dimension des grandeurs physiques suivantes: l'énergie, la force, l'accélération, le potentiel électrique et le champ électrique. Analyse dimensionnelle. L'analyse dimensionnelle permet d'identifier l'ensemble des paramètres pertinents d'un phénomène physique pour en déduire la dépendance d'une grandeur en fonction de ces paramètres. Dans une équation, les deux membres de l'équation doivent être homogènes, c'est-à-dire même dimension, pour vérifier que la formule a été bien appliquée. Exemple, vérifions l'homogénéité de la formule t égale à 2 pi racine de g sur L. T a la dimension d'un temps et s'exprime en secondes. Donc le membre de droite doit également être homogène à un temps. G est une accélération, dont la dimension de G égale à Lt-2. L est la longueur, dont la dimension de L est égale à grand L. Le terme 2π n'a pas de dimension. Conséquence, le rapport G sur L aura la dimension Lt-2 sur L, soit T-2. Et sa racine carrée a pour dimension T-1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2π racine de G sur L n'est pas homogène à un temps, dont la formule est fausse. Il fallait donc trouver T égale à 2π racine de L sur G afin que les deux termes soient homogènes. Exercice d'application pour vous exercer à la maison. Je vous laisse le temps de copier. Première question. Vous allez vérifier l'homogénéité de l'équation V égale à racine de dgh, où h est une hauteur et g l'accélération de la pesanteur. Deuxièmement, vous allez vérifier la formule T égale à 2 pi racine de LC, donnant la période des oscillations d'un circuit LC, où L est l'inductance et C la capacité du condensateur. Et troisièmement, vous allez vérifier la formule τ égale à RC, où τ représente ici la constante de temps, R la résistance et C la capacité. Ceci est la formule pour un circuit RC. Bien, je vous remercie pour ce cours et je vous prie
de bien faire l'exercice parce que la prochaine fois, nous allons essayer d'entrer en profondeur. Merci et à la prochaine.